Province de Namur, le podcast. Véritable événement que cette exposition Louise d'Orléans, première reine des Belges, un destin romantique qui vient d'ouvrir ses portes en plein cœur de la capitale wallonne, au Tréma, musée des arts anciens du Namurois. On en parle avec le directeur du service des musées et du patrimoine culturel de la province de Namur. Julien Devos, vous êtes co-commissaire de cette exposition exceptionnelle coproduite par le château de Chantilly, où elle a, on le sait, été présentée. On va d'emblée le souligner. Ce qui est montré en Belgique, c'est pas un simple copier-coller de ce qu'on a pu voir en France. Non, tout à fait. L'exposition a été conçue en plusieurs volets. Le premier volet à Chantilly présentait la princesse d'Orléans, cette princesse qui appartenait à l'une des familles les plus prestigieuses de l'époque. Et on s'était intéressé à ses goûts et comment est-ce qu'elle avait pu les développer au niveau de la Belgique. Tandis qu'ici, dans le second volet, on se plonge vraiment dans l'intimité de la reine, à la fois parmi ses familiers à la cour et comment elle a construit son rôle, mais aussi ses relations avec ses frères et sœurs au travers de sa correspondance, qui permet du coup de donner une nouvelle personnalité à la reine et de découvrir autrement à la fois ses goûts artistique, mais aussi sa conception du métier de reine. Alors, je l'ai évoqué, cette exposition s'est faite en coproduction avec le château de Chantilly. L'union fait la force. On n'aurait pas pu proposer une telle merveille, puisque c'est vraiment une très très belle exposition. Oui, tout à fait. Les relations franco-belges ont permis d'abord d'avoir accès à un très grand nombre de prêteurs et puis aussi de concevoir cette exposition justement en plusieurs volets et d'essayer de percer cette personnalité qu'est la reine Louise, c'est quand même assez extraordinaire, au travers d'une collaboration qui nous permettait d'avoir ces prêts, mais aussi d'une nouvelle forme de musée, c'est-à-dire ces musées qui partagent un certain nombre d'opérations de transport et donc ça nous permet d'avoir une force de frappe beaucoup plus importante, mais aussi d'avoir médiatiquement une attention qui est soutenue, puisque c'est de chaque côté de la frontière que les institutions se sont mis en harmonie et ont trouvé les moyens de créer cette exposition. Donc des moyens qui sont décuplés, et puis aussi une institution publique qui est la province de Namur, qui est très importante dans le domaine culturel, et d'autre part l'Institut de France au travers de ce château de Chantilly du musée Condé, qui lui travaille énormément avec des mécènes, et donc les pratiques ont pu s'échanger et ça nous a apporté énormément de choses à l'une comme à l'autre des institutions. Niveau pratique, niveau objet présenté également peut-être. Oui, tout à fait, puisque du coup on a eu des pièces exceptionnelles qui proviennent des collections françaises et du château de Chantilly, mais également du côté belge, ça nous a permis d'avoir accès à des pièces qui proviennent des collections royales ou encore des archives du palais et du musée de la dynastie, entre autres. Ce n'est pas les seules pièces, mais ça nous a permis du coup d'avoir des objets d'une qualité absolument exceptionnelle. Alors je vous propose de pénétrer dans cette exposition. On commence par découvrir la princesse d'Orléans. On commence par là. On commence par la découvrir puisque nous, on la connaît sous un mythe, c'est celui de cette reine romantique, au destin romantique et tragique même, on pourrait dire, alors que ça a d'abord été une princesse pleine de vie qui a pu avoir les meilleurs professeurs, que ce soit en termes d'art, puisqu'elle a eu notamment Ary Scheffer comme principal professeur de dessin, ou Redouté, qui est un Belge, mais qui était à la cour de France, et puis d'autre part aussi, elle a été extrêmement bien préparée dans la mesure où cette branche de la famille ne devait pas régner. Et donc elle a été éduquée comme une princesse libérale, avec une famille libérale qui mettait énormément d'importance à l'éducation, non seulement des garçons, mais aussi des filles. Donc elle a eu des cours d'histoire, notamment avec Michelet, qui était le plus grand historien de l'époque. Son propre père lui a donné des leçons sur la politique, et donc elle était préparée non pas à devenir reine, mais à devenir une princesse dans une dynastie ou dans une branche d'une dynastie qui s'implantait un peu partout dans l'Europe de l'époque. Et puis, le destin a fait que finalement sa famille est devenue la famille royale française et que du coup, elle avait les meilleures qualités pour devenir la princesse que tout le monde recherchait sur l'enjeu des unions interdynastiques. Et donc, la princesse d'Orléans va devenir une reine qui va hériter chez nous d'une situation qui est quand même pour le moins pas évidente, quoi. Ah, c'était très particulier puisque Léopold Ier, dans les premières années de règne, et même on peut dire presque jusqu'à la fin, a toujours dû lutter contre une partie de sa noblesse qui ne le reconnaissait pas comme un roi légitime. Et du côté de Louise, dans sa famille, sa branche est arrivée au pouvoir suite à la fin de la Restauration et à une révolution. Donc des deux côtés, ils connaissent des situations qui sont particulières, ils doivent s'imposer. Et au niveau belge, on n'a pas eu de reine, on n'en a jamais eu, on n'avait pas eu d'héritier depuis Charles Quint, donc il va falloir
inventé à la fois l'institution monarchique, mais aussi le rôle de reine. Donc c'était pas facile. On raconte même qu'au moment où elle devait accoucher de son premier enfant, elle a vu passer des meubles par les fenêtres des palais de toute la noblesse belge qui s'était révoltée. Donc c'est très compliqué et pourtant elle va s'accrocher et elle va réussir à créer à côté de Léopold une institution qui est encore de nos jours d'actualité. Alors, on voit le contexte, on voit aussi que c'est un mariage politique, un mariage arrangé. Est-ce que Louise était heureuse ? Alors, Louise était incontestablement heureuse. Elle était heureuse même si dans son destin, il y a ce côté tragique, comme quelques-uns des 10 frères et sœurs de la famille Orléans, elle a connu une fin tragique atteinte de tuberculose. Et donc, ça donne un petit peu ce caractère d'amo-camélia qui était cher au roman qu'elle compulsait. C'est une reine romantique. Elle a été éduquée dans cet esprit romantique dans lequel on ne dit jamais j'aime, mais on dit que c'est merveilleux par sa beauté ou par sa laideur. Et donc, dans toute sa correspondance, on se rend compte qu'elle a réussi à trouver un équilibre. Au départ, elle avait peur, mais elle avait les qualités pour comprendre le peuple belge. Et elle s'attache d'ailleurs à dire très vite que ce sont des gens chaleureux, simples et chaleureux. Elle le souligne. Et donc, finalement, elle va être heureuse dans sa relation avec le peuple, mais aussi dans cette vie de famille qu'elle va construire entre 2 châteaux. D'une part, le château de Laeken, qui est celui qu'elle préfère, et puis le château de Bruxelles, qui est le château institutionnel, le palais institutionnel. Et on voit que d'abord de cette petite peur, puisqu'il y a quand même 22 ans d'écart entre les 2 époux, finalement ça va se muer dans ce qu'on pourrait appeler une amitié amoureuse, et qu'elle va vraiment être non seulement conquise par son époux, elle lui laissera d'ailleurs une lettre qui est extraordinaire et qui accompagnait son testament, et d'autre part, elle va réussir vraiment à construire une vie de famille heureuse avec des enfants heureux. Alors on est en plein romantisme là, elle épouse quelqu'un qui est beaucoup plus âgé qu'elle. Elle, finalement, finit par l'apprivoiser. Elle apprivoise aussi ce pays qu'elle découvre, puisque je pense qu'elle n'y avait jamais été ou très peu. Et c'est tout cela, un peu, ce côté romantique aussi. C'est ça, ce côté romantique, dans lequel elle va se promener sur les plages d'Ostende et elle va découvrir ces plages au sable jaune qu'elle trouve à la fois déprimant, mais tellement charmant lorsque la tempête arrive. Quand elle parle des châteaux, elle est vraiment au plein milieu des romans qu'elle lit. Et donc, elle a pour la Belgique, et particulièrement pour notre région, vraiment un coup de foudre. Elle trouve que la vallée de la Meuse est extraordinaire, une magnifique paysagence, la plus belle de la Belgique. C'est un mot qu'elle invente carrément. Et donc, on sent que, au fur et à mesure, cet élan romantique qui l'anime, cette façon de regarder les choses dans laquelle, peut-être, c'est pas ce que vous aimez, mais c'est quelque chose que vous apprenez à apprécier par sa grandeur. C'est vraiment quelque chose qui va la motiver. Et on le ressent très, très fort, puisque l'exposition repose en grande partie aussi sur ses écrits. Alors, vous l'avez dit, elle aimait notre région. Le roi et la reine vont d'ailleurs s'y installer, ou en tout cas construire un domaine qui est toujours royal aujourd'hui. Exactement, c'est ce qu'on appelle le domaine royal d'Ardennes. Alors c'est une passion puisqu'elle aime les endroits, les balades à l'air pur qu'elle avait connues quand elle était enfant, dans les châteaux de son enfance. Et donc elle aime se promener. Par exemple, elle va aller du côté de Dinan et elle aime monter à côté du Rocher Bayard. Et puis d'autre part, lui, c'est un passionné aussi de chasse, de grands espaces, de bois qui lui rappellent une atmosphère médiévale. Et donc tous les deux vont trouver dans la région de Houillet un endroit favorable à pouvoir construire un domaine qui leur ressemble. Et donc, loin des 2 palais qu'ils ont hérités au moment où ils sont devenus rois et reines, ils vont vraiment s'attacher progressivement, à partir de 1800, surtout 36, 37 et 38, à construire un domaine dans lequel on va avoir un premier manoir qu'on va agrandir, puis on va construire une tour médiévale, et puis finalement, on va construire un château. C'est le fameux château de Ciernon, dans lequel la reine intervient plusieurs fois dans l'ameublement et qui est encore aujourd'hui une demeure prisée par nos souverains. Alors, tout cela, on le montre comment ? Alors tout ça, on le montre par des choses assez exceptionnelles. D'abord, on a réussi, grâce notamment au patronage de Sa Majesté la Reine, à avoir accès à toute une série de documents d'archives, et notamment au travers de ce qui est le plus proche de la Reine, c'est ce qu'on appelle des albums romantiques. Et donc les albums romantiques sont des grands albums dans lesquels, au fur et à mesure où elle rencontre soit des artistes, ou lorsqu'elle lit ou qu'elle compulse des livres de gravure, elle va s'attacher à coller
collectionner et finalement à construire un univers qu'elle feuillette, et on le trouve dans sa correspondance très souvent le soir, ou avec des grands étrangers, des cours dynastiques qui passent par Bruxelles. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'assez extraordinaire, puisque normalement, on ne peut pas voir ces œuvres qui sont collées dans des albums. Et le grand jeu, et c'est grâce à notre partenariat avec Chantilly, a été de trouver une technique pour pouvoir les décoller, les mettre sous cadre et vous les présenter pour une première et dernière fois lors de cette exposition. Donc ça, c'est une manière dont on a voulu vraiment illustrer ce parcours de la reine. Ensuite, il faut vous dire aussi qu'il y a les reines, il y a les documents et les archives de la reine, et notamment toute cette correspondance. Il y a plus de 30 000 lettres qui ont été dépouillées, donc c'est pas rien pour pouvoir construire cette expo. Et enfin, des objets qui proviennent de l'ensemble des collections qui sont dans des palais ou qui sont simplement dans des collections privées, et on a accepté qu'on puisse les montrer et les remettre en scène telles que la reine les connaissait. Alors, on a commencé à brosser un autre aspect très important au niveau de Louise, c'est le monde de l'art. C'était une princesse, puis une reine d'art. C'est aussi quelqu'un qui était protecteur de l'art. Elle était elle-même artiste, vous l'avez évoqué, elle a eu des cours. Elle était elle-même artiste, elle a eu les plus grands cours que la branche de la Maison d'Orléans mettait en avant. Harry Scheffer, qui est un des grands portraitistes et qui est aussi un très grand peintre d'histoire, mais il y a eu aussi Théodore Gudin, il y a aussi Redouté, Pierre-Joseph Redouté, qui provient de Saint-Hubert, chez nous en Belgique. Et donc, ils ont fasciné à la fois ses yeux et en même temps son appréciation. Alors, la reine n'est pas, contrairement à certains de ses frères et sœurs, tels que Ferdinand Philippe et surtout Marie d'Orléans, une artiste à part entière. Ça veut dire qu'elle maîtrise très très bien les techniques, mais elle ne va pas faire des nouvelles compositions. C'est dans la copie qu'elle excelle, et même vous verrez dans l'exposition qu'on a parfois du mal à savoir quelle est l'œuvre de l'artiste original et quelle est l'œuvre qui a été copiée par Louise. Mais toute cette pratique de l'art va lui permettre, notamment au travers de voyages et de visites de salons, d'aiguiser son regard. Et là où elle a été extraordinaire, c'est qu'elle a réussi à détecter non seulement des valeurs sûres de l'art français qu'elle connaissait, mais surtout elle a été à l'origine de la promotion des artistes belges. Et on voit bien qu'au départ, elle ne connaît pas les différentes écoles, mais elle va vraiment agir pour que les meilleurs artistes soient reconnus et surtout deviennent des piliers dans le domaine de la vente de l'art européen. Donc c'est ça, elle a un œil aiguisé, un œil avisé même. Elle va construire cette collection, mais elle va aussi faire en sorte bien que les artistes belges soient connus ailleurs. Tout à fait. Et notamment, elle va beaucoup agir puisque dans son réseau de connaissances, elle est beaucoup en action avec les Saxe-Cobourg et les Orléans. Et donc, elle va favoriser, par exemple, l'achat d'œuvres qui vont être commandées auprès d'artistes belges et qui vont aller orner les salles historiques du palais de Versailles. Mais elle va aussi beaucoup correspondre avec Victoria, et beaucoup de demeures possède encore aujourd'hui, des demeures royales, possède encore des tableaux que Louise a fournis à la reine Victoria. Alors, on va revenir peut-être à cette collection qu'elle a constituée ici en Belgique. Est-ce que dans ses choix, on retrouve aussi ce côté romantique ? Oui, absolument. On le retrouve pourquoi ? Parce que c'est d'abord quelqu'un qui est passionné par la nature. Et on le voit depuis son enfance. Ce qu'elle copie, c'est par exemple les aquarelles de Fielding. Ce sont des scènes qui sont liées à la nature champêtre, dans laquelle on voit que les monuments prennent cet aspect des ruines romantiques. C'est quelqu'un qui a énormément lu dans les langues étrangères. Elle maîtrisait l'allemand, elle maîtrisait l'italien, et elle lisait dans le texte Walter Scott et Byron. Et on voit que ça lui a vraiment donné cette passion du Moyen-Âge. C'est pour ça d'ailleurs qu'à Houillet et dans toute la région, les demeures qui ont été construites sont dans le style néo-gothique et néo-médiéval. C'est vraiment important. Et dans ces choix d'artistes, on constate, notamment dans ces albums, que beaucoup de scènes sont des scènes champêtres avec une atmosphère qui rappelle ces fermes, ces hameaux à la Marie-Antoinette, mais qui rappellent le Moyen-Âge. Ce sont ces citadelles et ces châteaux qui sont haut perchés dans la brume et au milieu des forêts, et que ça l'a vraiment, vraiment fasciné. C'est pour ça aussi que dans la galerie de peinture royale, qui est la première qu'elle va constituer avec Léopold, beaucoup de tableaux sont des tableaux avec des scènes historiques, et beaucoup de scènes historiques se réfèrent à la fin du Moyen-Âge et aussi au début de la Renaissance. Vous venez de glisser là le rapport qu'on aurait pu éventuellement se demander, mais tiens, pourquoi une exposition sur la première reine des Belges au Tréma Musée des Arts Anciens du Namurois ?
Alors ça fait partie une des lignes qu'on a voulu mettre en avant. On a déjà présenté l'art de la lithographie au 19e qui a du coup mis en avant tous les châteaux médiévaux, notamment dans la province de Namur. Puis il y en avait une seconde qui montrait l'art néogothique au travers des ateliers belges. Ça, c'était sur Maretsu. Et ici, le troisième, c'est de montrer justement cette passion médiévale qui va avoir un impact très important dans l'architecture et notamment pour notre belle province, celle qu'elle appelait la plus belle paysagence de la Belgique, comme je vous l'ai dit, dans l'érection de toute une série de châteaux et puis aussi un goût du décor qui sera un goût néogothique. Alors, on découvre tout ça, on découvre à travers tout cela, vous l'avez évoqué, son attachement au pays, au territoire provincial, mais une petite question. En fait, on a ici à Namur un parc qui s'appelle le parc Louise-Marie. C'est comme ça que moi, à l'école, en tout cas, j'ai appris que s'appelait la première reine des Belges. Vous parlez de Louise. Oui, alors je parle de Louise parce que Louise-Marie, c'est son destin romantique. Elle était connue de son vivant comme étant Louise d'Orléans, Louise, reine des Belges, et puis aux alentours des années 1875-1880, en fait, à l'aune des 50 ans de l'histoire de la Belgique, eh bien, on va redécouvrir cette reine et elle va avoir ce destin. On va l'appeler Louise-Marie parce que l'une de ses petites filles, donc une des filles de Léopold II, s'appelait Louise, c'est la princesse Louise, donc on l'a distinguée en lui mettant son second prénom et en mettant un petit tiret entre les deux. Et puis c'est surtout parce qu'on a reconstruit, on s'est rendu compte qu'il fallait redonner hommage et donner une certaine ampleur à cette reine disparue trop tôt et qui n'avait peut-être pas eu la reconnaissance qu'elle méritait. Et c'est ainsi qu'on va se repencher, qu'on va créer le mythe de la première reine des Belges, celle qui s'appelle Louise-Marie, 1880 pour le parc à Namur. Et quand vous regardez bien aussi, la seule statue d'elle date de 1876 et provient de Philippeville. Alors cette statue dont vous venez de parler, elle sera présente dans l'exposition à Namur. Elle sera présente dans l'exposition à Namur, puisque c'est quand même un des chefs-d'œuvre de Jacquet. Donc, c'est un des grands artisans qui va en plus de ça utiliser une technique qui est révolutionnaire pour la réaliser, la galvanoplastie. Donc, c'est tout à fait particulier. Et rien que pour la technique, et puis aussi pour ce mythe, la seule reine, la seule représentation de la reine, eh bien, elle méritait de trouver sa place, son écrin au tréma. Et puis, elle retournera restaurer cette tête à Philippeville, puisqu'elle demeurera à jamais un des points d'accroche de l'ensemble de la population pour la dynastie royale. Alors finalement, cette exposition, vous avez voulu montrer, vous parliez de mythe, vous aviez voulu montrer la vraie personne derrière le mythe, c'est ça un peu ? On a voulu présenter effectivement la vraie personne derrière le mythe, donc au travers de son éducation, de son rôle de reine, comment est-ce qu'elle vivait, dans quelle pièce, quel était son lien avec sa famille, qu'est-ce que ça a eu comme impact au niveau de l'art. Donc la vraie personnalité qui est derrière et qui vient finalement compléter ce mythe. On l'a gardée comme étant une reine de piété qui était à l'écoute du peuple. On pourra rajouter derrière cette reine, cette passionnée des arts, cette jeune fille qui avait la passion du mot et de l'écriture et qui osait donner son avis. Elle était très présente, elle était loin d'être une plante verte. C'est quelqu'un qui s'est battu déjà pour le droit des femmes et pour des idées extraordinaires comme par exemple l'abolition de la peine de mort. C'est tout ça qu'on découvre dans le parcours de l'exposition. Et c'est donc à Namur que cela se passe, c'est jusqu'au 15 juin, ne manquez pas ce rendez-vous exceptionnel. L'exposition s'appelle Louise d'Orléans, première reine des Belges, un destin romantique, et c'est à voir au Tréma, musée des arts anciens du Namurois. Province de Namur, au cœur de votre quotidien.